Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va entrer dans les coulisses de la fabrication d'un opéra pas comme les autres, revenir sur la saga agricole de la plus célèbre famille du Dauphiné et découvrir le GPS Drawing en version olympique. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Guillaume Delustrac. Bonjour Guillaume. Bonjour Thibaut. Sportif protéiforme, adepte des records insolites. Le dernier en date est un record olympique, on peut le dire, qui a été obtenu à la force du mollet. On verra ça tout à l'heure dans cette émission. En face de vous, Patrick Souillot. Bonjour Patrick. Bonjour Thibaut. Bienvenue. On ne va pas parler de record avec vous. Vous êtes chef d'orchestre. Quoique, à l'origine de la Fabrique Opéra, qui crée depuis une quinzaine d'années à Grenoble des opéras coopératifs. Le prochain, c'est Faust, composé par le français Charles Gounod. On va en parler également, mais à côté de vous, il y a quelqu'un qu'on peut qualifier d'opéra à lui tout seul, peut-être. C'est pas exagéré comme qualificatif. Absolument, je pense que c'est un orchestre en moi tout seul, la voix en plus. Aussi. Bon, le monde culturel étant petit quand même à Grenoble, est-ce que le comédien qui est Serge Papagali connaît le chef d'orchestre qui est Patrick Souillot? Vous fréquentez? Nous filmons plusieurs agapes, ça veut dire restauratrices. Oui, nous fréquentons, professionnellement parlant, et gastronomiquement parlant également. Mais ça va ensemble. Ça va absolument ensemble, oui. Bon, Serge, il est acteur, parfois conteur sur certains spectacles, mais également chanteur. Écoutez, Patrick. Cerco l'estate tutto l'anno, all'improvviso, eccola qua. Lei è partita per le spiagge, io sono solo, qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Bon, est-ce que vous pourriez l'embaucher comme chanteur d'opéra? Alors d'abord, j'étais dans la salle quand ça a été enregistré, ça. Il y a quelques années. Hein. Ouais, mais c'était un très bon souvenir à la Maison de la Culture, vraiment formidable. Après, quand on chante du Paul, ça c'est une chanson chez l'interne, mais écrite par Paul Ocomte, et quand on chante du Paul Ocomte, on n'a pas besoin d'avoir une voix d'opéra tout de suite quand même, ça sert à rien. Bon. Je mettais ça en petit clin d'œil parce que l'opéra, c'est du chant, mais pas seulement. Il y a beaucoup de choses en amont à préparer quand on monte un spectacle de cet ordre. Le concept de la Fabrique Opéra, Patrick, il est un peu particulier, hein, puisque vous associez à la création des opéras des univers qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler dans ce domaine, notamment des jeunes, hein, des lycéens. Des jeunes qui fabriquent avec nous cet opéra. Ils pensent avec nous comment on va raconter cette histoire, puisqu'un opéra, c'est avant tout une histoire. Et donc, pour leur faire découvrir l'opéra, le mieux, c'est qu'ils y participent. Et vu qu'on ne va pas en faire ni des chanteurs, ni des musiciens, ni des choristes en 15 jours, ni même en 6 mois, eh bien, on se sert de leurs propres compétences, de leurs propres talents pour aller avec nous, puisque l'opéra, c'est ce qu'on appelle l'art total, et on a besoin de tout. Hein. On a besoin de costumes, coiffures, décors, maquillage, communication, sécurité, etc. On peut décliner tous les corps de métier qui peuvent travailler avec nous. Et donc, on va les chercher dans des lycées techniques, dans des centres d'apprentissage, dans les CFA, et ils travaillent avec nous sur la conception et la réalisation, donc du début jusqu'à la fin. Ça prend 6 mois à peu près, et c'est une aventure, moi, qui m'excite toujours depuis 17 ans, et j'y prends toujours le même bonheur, et je trouve que tous ces jeunes ont de l'or entre les mains, c'est incroyable, mais on ne leur dit pas assez. Là, on voit notamment les étudiants du lycée Argouges à Grenoble qui, cette année, donc, ont planché sur les costumes du prochain spectacle. Ils collaborent avec les professionnels, notamment, par exemple, pour les costumes. Il y a des échanges entre les étudiants et les pros. Alors, c'est plus que des échanges. On crée en même temps. C'est-à-dire que je choisis le metteur en scène. Le metteur en scène décide comment il va raconter son histoire, donc il décide d'une ligne esthétique, d'une période dans laquelle il va situer son histoire. On raconte ça aux jeunes et on leur dit maintenant, faites-nous des propositions de costumes. Alors, le costume de Marguerite au début de Faust ou à la fin de Faust, c'est pas la même parce que Marguerite n'est pas la même. Donc, comment
on signifie le changement de psychologie de Marguerite à travers des vêtements, etc., etc. Donc ça, c'est passionnant, c'est de la recherche, et ensuite, c'est à eux de le mettre en musique, dans leur musique, à eux, et puis de le réaliser, et c'est ça qui est passionnant. Alors vous le disiez de A à Z, parce qu'ils sont également là le jour des représentations. En coulisses, on voit notamment les équipes qui s'occupent de maquiller les artistes. C'est un travail plus complexe que de travailler, j'imagine, qu'avec des professionnels pour vous à manager. Je ne sais pas si c'est complexe. D'abord, on y prend beaucoup de plaisir, donc j'ai jamais l'impression de travailler. C'est juste que c'est toujours plus long. Mais la satisfaction, elle est largement partagée, et puis on fait plaisir. Et il y a beaucoup de personnes qui se révèlent à elles-mêmes, qui découvrent. Alors, on ne leur demande pas d'être tous des fans d'opéra. Hein. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer l'opéra, c'est pas le débat. Mais d'avoir un avis éclairé. Et donc, si on a fait ça, on a gagné notre pari. Alors, il est vraiment made in Grenoble, cet opéra, parce que les musiciens, c'est votre orchestre que vous dirigez tout au long de l'année, l'orchestre universitaire, absolument. Qui là est composé plutôt de musiciens expérimentés. Alors, il y a des amateurs qui sont fortement encadrés par des grands professionnels. On passe, imaginez, on va répéter 155 heures pour faire un opéra, quand une maison d'opéra mettrait 7 fois moins à peu près. Donc, effectivement, la différence entre les amateurs et les professionnels, hormis le niveau final d'exécution, c'est effectivement le temps de travail. Serge, vous jouez d'un instrument, en plus de ce beau brin de voix qu'on a entendu? Oui, merci bien. Guitare, mais j'ai beaucoup dans ma jeunesse chanté Brassens, mais guitare, vous savez, Brassens faisait 20 accords, moi je m'en sortais avec 8 ou 9. Hein. Donc voilà, je sais pas, j'ai ça en moi, mais je peux pas m'appeler musicien. Donc, oui, je peux faire 20 accords à la guitare et chanter quelques chansons, des fois avec 3 accords, do, fa, sol, 7e, et puis 3 bouteilles, on peut tenir 6 heures. Peut-être plus les bouteilles que les accords pour tenir oui. Non, mais voilà, toute la soirée. La guitare, c'est pas forcément l'instrument le plus présent dans les créations d'opéra? Ah, c'est pas un instrument symphonique, puisque c'est un instrument, au bout du compte, avec une puissance assez faible comparé à un orchestre symphonique. Donc, il y en a évidemment, mais en général, ce sont des guitares amplifiées, des guitares électriques. Et puis, il y a quelques opéras quand même dans lesquels, par exemple, il y a de la mandoline ou des choses comme ça. Si on prend Don Giovanni, il y a la sérénade de Don Giovanni avec la mandoline. Voilà, ça existe quand même. Bon, en tout cas, cette recette que vous avez élaborée depuis une quinzaine d'années à Grenoble, elle fonctionne. Il y a une quinzaine d'opéras qui ont vu le jour, notamment sur la scène du Summum, pratiquement au rythme d'un par an. Bon, il y a peut-être eu la pause Covid entre les deux, mais bon, ça, personne n'a pu y échapper. Des opéras qui, finalement, dans le rendu, sont l'équivalent d'un opéra professionnel préparé, on va dire, d'une autre façon. Là, on voyait le fameux Carmen et son conquistador. Ça, c'est Roméo et Juliette, il y a quelques années, qui a été composé aussi par Charles Gounod. Voilà, c'est le même compositeur qui sera... Un immense compositeur français incroyable, quelqu'un qui est décisif dans l'art lyrique français au XIXe siècle. C'était quelqu'un de incroyablement inventif, y compris harmoniquement, un immense mélodiste, et donc ça fait des opéras qu'on ne peut pas oublier. Alors tout le monde connaît au moins de nom l'air des bijoux de la Castafiore, tout le monde connaît. Il y en a beaucoup qui savent que ça existe, qui ne l'ont pas entendu, donc le mieux c'est de venir l'écouter et oui, parce que en direct. Ce fameux air des bijoux, ça vient de l'opéra de Faust, composé par Charles Gounod. Alors pour ceux qui ne l'auraient plus vraiment en tête, je vais vous le remettre. Voilà, c'est revenu. Vous voyez que même dans un drame comme Faust, parce que l'histoire n'est pas à mourir de rire non plus, mais quand même il peut y avoir de l'humour quand elle découvre cette cassette avec tous ces bijoux, voilà. Et oui, alors Faust, évidemment, c'est le mythe incroyable qui traverse les siècles. Et puis on a toujours un peu, des fois il y a des versions un peu violentes de Faust, pour rien vous cacher. Nous, la mise en scène, elle est hyper soft. On essaie de faire rire là où on peut, détendre un petit peu la
l'atmosphère. Et on fait toujours des opéras qui s'adressent à tout le monde, aux enfants, aux plus âgés, à toutes les familles. Voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'on puisse partager ce moment sans avoir d'appréhension, d'avoir une mise en scène provocante ou quoi que ce soit. Et cette année, c'est Jean-Jacques Durand qui fait la mise en scène et il connaît bien la fabrique puisqu'il en a déjà fait 2 avant. C'est pour ça que vous choisissez le Summum aussi, qui n'est pas une salle dédiée, on va dire, à ce type d'art. Il y a beaucoup d'intimidation dans les a priori sur l'opéra. C'est bourgeois, c'est dans une langue que je ne vais pas comprendre, c'est dans un lieu où je ne me sens pas très très à l'aise. Évidemment, tous les opéras du monde sont des grosses bâtisses, qui est assez impressionnante. Donc socialement, il y a une espèce de frein en disant c'est pas pour moi. Eh ben, le Summum, c'est fait pour tout le monde. On y va et c'est une salle formidable. Il faut en profiter du Summum. Alors, vous avez réalisé en septembre un casting pour trouver les chanteurs, les ténors qui vont pouvoir interpréter cette œuvre. Est-ce qu'il y avait la Castafiore dans les postulants ? Ah, on a eu de très 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 belles voix. On a auditionné plus de 200 personnes pour 7 rôles. Vous imaginez un petit peu la violence de ça, non pas pour nous, membres du jury, ça va, mais pour tous ces chanteurs qui viennent défendre un petit peu leur art en 3 minutes devant un jury. Et on a trouvé des perles, sincèrement. On a un casting de rêve. Je dis ça tous les ans, mais ça grame tous les ans. Donc je suis ravi et on va avoir un plateau incroyable. Bon, le résultat de tout ça, les professionnels, les étudiants, toute cette amalgame, c'est à la fin du mois de mars, du 29 au 2 avril. Il y a plusieurs représentations. Il y a 4 représentations, bien sûr. Et je peux vous dire que, par exemple, le Faust, qui est un très jeune ténor, il a 23 ans. C'est pour moi le prochain Pavarotti. Et il va être à Grenoble. Et il faut en profiter pendant qu'il est là. J'ai cru que vous alliez dire le prochain Papagali. Alors, peut-être, je ne sais pas. Pavarotti faisait 130 kilos, je crois. Je fais un peu moins. Hors taxe. Vous aurez un rôle dans cet opéra. Oui, enfin, un rôle ex machina un petit peu. Je suis sur scène, mais en photo. Je ne pourrais pas, parce que moi, je joue également. En même temps. Mais en même temps, donc, sauf la dernière où je serai présent. Mais donc, Patrick a la gentillesse de quand même conserver. Alors, j'ai une voix off et une photo qui apparaît, ça. Je suis Faust vieux. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi vieux. Il aurait très bien pu faire une Faust jeune, il n'a pas voulu. Chez nous, pour que les gens puissent suivre l'histoire, on met toujours une narration en français. Et donc, j'avais pensé à Serge pour faire la narration de Faust. Malheureusement, nos emplois du temps n'étaient pas compatibles. Du coup, on a trouvé une autre solution. Il sera là, par image interposée, mais avec sa voix qui a déjà été enregistrée. Et je peux vous dire que ça va être très bien. Bon, il aura le don d'ubiquité pendant cette période, ça mars. C'est ça. On l'entendra au Summum, on l'entendra également dans d'autres salles de la région. On va d'ailleurs en parler tout de suite avec vous, Serge Papagali. On est au 19e siècle, donc avec Faust. On va passer au 20e. Pour revenir à vos débuts de carrière, on est obligé de quand même remonter. Ah oui, 20e, pas de problème. Oui. Plus de 50 ans sur les planches. 54 ans sur les planches cette année, oui. 54 ans, donc voilà. Écoutez, c'est comme ça. Je cotise. Bon, vous avez eu 77 ans, je crois, il y a quelques jours. Absolument, je les ai eu le 4 mars. J'en parle parce que la BD, c'est de 7 à 77 ans, Tintin, la Castafiore, donc c'est la dernière année, il faut en profiter. J'espère que ça va durer encore un peu pour moi. Une dérogation. Absolument. Donc effectivement, j'ai eu cet âge-là, qui est un âge surprenant. Vous savez, de toute façon, à partir de 70 ans, l'âge est différent. Quand on a la soixantaine, vous verrez, ça va vous arriver bientôt. Malheureusement. Dans quelques temps. Je veux dire, il y a des tas de jeux de mots, sexagénaire, vous voyez, ça prête à rigoler. À partir de septua, il n'y a plus aucun jeu de mots, c'est le 7. Ça passe plus. Et c'est 7 et match, voilà, je veux dire. Donc, alors, on peut perdre un 7 et gagner le match quand même, je vais essayer. Bon, en tout cas, dans cette longue carrière, il y a un rôle qui vous a collé à la peau depuis bientôt 30 ans, c'est celui d'Aimé Modru, paysan dauphinois et fier de l'être, qui porte absolument. Un regard, on va dire, un peu décalé sur la société moderne. Un peu ancien, c'est-à-dire que lui, il est 20e siècle, mais il est resté dans les années 50-60, années 50-60, oui. Mais je parle, alors en plus, avec le problème qu'il y a actuellement, les gens qui vont venir voir ce dernier spectacle qui s'intitule « Ça suffit maintenant », vont croire que je l'ai écrit en fonction de ce qui se passe, alors que non, je l'ai écrit il y a 2 ans, donc, parce qu'on fait d'autres choses. Donc, c'est toujours la survie du petit monde paysan qui, moi, m'est cher, face à ce
comme dit le père Modru, la mondialisation qui devient mondiale, c'est sa formule à lui, et qui l'écrase un petit peu. Il est effectivement resté un peu dans l'ancien temps, le temps d'avant. Voilà. Donc ces petits paysans qui sont chers à mon cœur, qui faisaient partie de ma famille, du côté de ma mère et un peu du côté de ma femme également, ces gens qui ont nourri la France à une époque et qui sont plus que quelques-uns aujourd'hui, voire peut-être même plus du tout. C'est de la tendresse d'abord et du rire ensuite. Alors elle est née en 1995, cette saga agricole dauphinoise. Absolument. Ça venait quoi de vos origines paysannes, cette envie d'écrire sur ce personnage, je l'avais fait apparaître un peu dans certains spectacles avant, comme ça, puis il cartonnait pas mal. J'en ai même fait un solo, mais c'était pas vraiment encore lui, c'était un peu lui, une ébauche. Et puis j'ai eu envie simplement d'écrire une première pièce qui s'intitulait Le Dauphinois libéré. Voilà, que j'avais joué au Théâtre 145 dans les années 95. Ça a fait un qui met en scène Alors, chaque fois, il était en difficulté. Il avait pris en otage sa belle-sœur, mais tout le monde s'en foutait. Il était dans une coopérative agricole. Il avait toujours des problèmes. Après, le deuxième spectacle que j'ai écrit, il a des soucis avec la banque parce qu'il ne peut pas rembourser. Le troisième, il crée une chambre de gîte rural pour s'en sortir. Enfin, il y a toujours une façon de s'en sortir, d'essayer d'avancer, de survivre. Ça se termine toujours en général par un repas avec un verre à la main, plein d'espoir sur l'avenir. Donc j'ai eu envie d'écrire ça comme ça, mais sans savoir vraiment ce que ça allait devenir. Parce que c'est très rare, les sagas théâtrales quand même. Je ne vais pas me comparer à Pagnol, je ne me permettrai pas, mais j'ai écrit 7 pièces plus un film, j'ai réalisé un long métrage. Donc depuis presque 30 ans, cette famille, épisodiquement, on ne fait pas que ça, on fait d'autres spectacles, bien évidemment, mais épisodiquement, elle revient avec les mêmes comédiens qui vieillissent, avec le même public qui vieillit aussi un peu. Je veux dire, bon, alors la série Kaamelott nous a amené un public plus jeune, nouveau, qui vient et qui, du coup, parce que aussi paysan, pas de bol, décidément. Ah oui, c'est votre marque de fabrique. On m'appelle plus pour jouer Roméo, enfin, c'est fini. Bon, ben. Donc, après, monter après le Lierre, j'y arriverai pas. Donc, voilà, c'est rare d'avoir des sagas avec les mêmes personnages, les mêmes comédiens, bien évidemment, c'est impossible, fortement, qui durent comme ça et qui vieillissent en même temps que leurs personnages. C'est passionnant, ça aussi. J'ai une petite photo d'ailleurs, voilà, de ces comédiens. Alors ça, c'était en 95, au début. Vous avez compris, voilà, vous avez compris qu'on a un petit peu changé depuis, enfin légèrement, légèrement. À peine. Vous avez toujours la moustache et les cheveux blancs. Non, mais moi j'ai eu la chance d'avoir les cheveux blancs. J'avais 35 ans. J'ai eu la chance parce que de ce côté-là, je ne me suis pas vu vieillir. La moustache, c'est la moustache qui a changé de couleur. C'est la moustache qui a pris. C'était à Paris où mon producteur me fait faire des photos au studio Harcourt. Donc je suis à côté de Gabin et d'autres. Voilà, le paysan dauphinois est à côté de Gabin. Tous ceux qui sont photographiés à l'époque dans les vieux cinémas, il y avait des photos du cinéma. Voilà. Alors vous l'avez dit, cette pièce, vous l'avez créée à Grenoble en 1995, au théâtre 145 que vous dirigiez à l'époque. À l'époque, je dirigeais pendant de 83 à 2000, oui. Et donc voilà, et donc on y retourne les 21, 22, 23 mars, un peu comme une boucle qui se ferme, parce que bon, je n'arrête pas de le dire, voilà, je n'arrête pas de le dire. Il y avait votre nom avant en dessous, il a été effacé, mais il y avait les compagnies Serge Papagali à l'époque, si je me souviens bien. Oui, je sais bien, voilà, c'est Serge, c'est moi qui les avais choisis, d'ailleurs, on avait fait les travaux à l'époque, oui, je me souviens, parce qu'ils sont encore, ça prouve que, j'avais dit d'ailleurs, j'avais pris des choses un peu plus chères, je m'étais dit, c'est pas parce qu'on est plié en 4 qu'il faut avoir le cul scié en 2, j'avais dit, etc. On était très mal assis avant. Donc voilà, ils sont toujours là, donc j'en suis fier. Et donc, on boucle la boucle. Le dernier spectacle, ça suffit maintenant, de la famille Modru. On va dire que 145, il y a presque 20 ans que j'y joue plus. Et puis, je jouerai certainement plus. Bon, voilà, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc, c'est comme une boucle qui se ferme. Ce théâtre était bourré quand on a créé Dauphinois libéré, plein. Les gens s'en souviendront. C'était vraiment, 15 jours à l'avance, c'était plein. Donc, aujourd'hui, on boucle la boucle. La dernière saga, le dernier spectacle de la saga, plutôt, voilà, va se passer les 21, 22 et 23 mars. Il reste encore quelques petites places, mais presque pas. C'est quand même un théâtre qui n'est pas très grand. Donc voilà, c'est très émouvant, parce que ce théâtre, il a vu, quand je l'ai programmé, démarrer Valérie Lemercier, Jamel Debbouze, etc., des gens comme ça. Des grandes le Café de la Gare, qui venait jouer au Graphique du Boscope pendant un mois. Enfin bon, Romain Bouteille et tout. Donc voilà, il y a pas mal d'histoires. Il y a pas mal d'histoires qu'on a peut-être un peu oubliées, des fois, parfois. Oui, c'est un théâtre qui, aujourd'hui, en tout cas, connaît moins de succès et moins d'activité. À chaque époque, la gestion des théâtres se font comme les gens veulent qu'elle soit. Bon, en tout cas, le retour aux sources, ce sera effectivement, vous l'avez dit, du 21 au 23 mars. Oui. Pour ceux qui n'auraient jamais vu la famille Modru sur scène, on va leur montrer un petit extrait. Alors, dire deux mots, oui. Ouais. Dire deux mots, c'est la famille Modru dans ce spectacle-là. Elle est interviewée par ce qu'eux appellent la France 3.
C'est-à-dire la France 3, c'est-à-dire qu'ils viennent les interviewer et ils n'ont jamais été dans la télé de leur vie, bien évidemment. Donc il y a un petit passage qui dure quelques minutes où le père ne dit pratiquement pas un mot parce alors qu'il voulait renverser le monde. Et puis dès que la caméra tourne, il ne peut pas dire un mot. Il y a que la mère qui parle pratiquement. C'est pour ça qu'ils sont dans cette position. Voilà. C'est la première fois que la France 3 vient les interviewer. La célèbre. Pour faire un reportage animalier, il est précisé dans le spectacle d'ailleurs. Allez, on regarde ce petit extrait. Bonjour, et tout d'abord, merci de nous recevoir. Mais oui, voilà, il n'y a pas de raison. On est des gens comme vous et nous, quoi. Pas moi. Tais-toi, toi. Non, mais ce que la mère veut dire, en fait, c'est que... Une première remarque pour commencer. Oui. On peut dire que vous représentez tout de même un type d'agriculture obsolète. Comment? Oh ben... Pouvez-vous nous expliquer les problèmes intrinsèques à ce type d'exploitation? Un terrain sec? Oh ben... Oh ben, nous, terrain sec ou terrain mouillé, on a toujours travaillé la terre. Pardon? Oh ben... non, mais ce que la mère veut dire, en fait, c'est que c'est pas une histoire de terrain, en fait. Posons la question différemment. Ouais. De nos jours, comment une ferme comme la vôtre peut-elle s'en sortir sur le plan pécuniaire? T'es un PQ quoi? Oh ben... Non mais attendez, on a fait installer le sanibroyeur avec tout le confort. Qu'est-ce que vous croyez? On a pu le Dauphiné libéré accrocher un clou. Là, vous nous prenez pour qui? Je vous demande pardon. Oh ben... mais non, la mère, en fait, ce qu'il veut non, dire, mais là, c'est attends, faut pas se moquer des petites gens. Ça, c'est pas bien, ça, j'aime pas ça. Mais madame... Oh ben... Non mais attendez, notre fierté, mon aimé et moi, c'est qu'on n'est jamais allé à l'usine pour finir le mois. On a toujours travaillé qu'à la ferme. Et ça fait 50 ans que ça dure, alors vous savez... La mère... Oh ben... Même sans le sou, on a toujours repris le dessus. Sans dessous. Non mais attends, c'est toi, tu comprends pas ce qu'ils y disent, après ils vont pas comprendre ce qu'on y répond, alors... Bon, problème d'incompréhension entre eux. Non, mais là, ça transparaît la tendresse que je mets à ces personnages-là quand je les écris. Bon, on est là pour faire rire. Vous savez, je suis très branché sur le cinéma italien. Vous le savez déjà, je vous l'ai dit, dans les années 50, 60, 70. C'est-à-dire prendre un sujet grave et dramatique au départ. Ce sont des petits gens qui essaient de survivre. Ce qu'elle dit, c'est très touchant. C'est un membre de ma famille qui l'avait dit d'ailleurs. On n'est jamais allé à l'usine, c'est ma fierté, il a dit. Moi, je suis toujours sorti tout seul. Ils avaient des gens qui ont 10 hectares de terrain, quoi. Eux, ils ont le 7 en pente. C'est encore plus grave. Donc, la tendresse, parler de choses dramatiques d'une façon comique et burlesque, ce qui me touche beaucoup. Et j'espère qu'il y a certaines personnes qui ont été un peu vexées. C'est arrivé rarement. Des fois, vous parlez des paysans, vous les... Bon, je dis non, d'abord, il y a de la tendresse. Lui, c'est quand même un paysan de l'ancienne école, on va dire, hein, old school quand même. Bon. Et puis, mais ce que je lui fais dire là, c'est... Moi, c'est très émouvant, même pour moi, c'était touchant, ces petits gens qui ont survécu comme ça. Alors après, on fait les clowns. On parle de sujets graves. Les Italiens pourraient parler de la mort, de choses très très graves, mais d'une façon comique. Moi, je pense que c'est un exutoire et c'est quelque chose... En tout cas, moi, c'est ma façon d'écrire. C'est indispensable. Des choses très graves, mais rigoler. Il y a tellement de gens qui font pas rigoler actuellement que je trouve. Hein, bon, j'ai une liste chez moi. Je vais pas vous demander et qui parlent souvent de sujets pas intéressants. Ils arrivent même à faire pleurer avec des sujets pas graves. Patrick, ce mélange justement entre un fait de société, des problèmes graves, et puis l'humour qui met Serge Pappagalli. Bien sûr, on peut parler de tout. Sans jamais se prendre au sérieux, et avec une bonne dose d'humour, il y a plein de choses qui passent tellement mieux que voilà, ça fait aussi partie des choses qui peuvent nous rassembler, faire qu'on a quelques points communs quand même. Et voilà, c'est tellement mieux d'enrober un message. La finalité est la même, mais on n'est pas obligé de lâcher tout comme ça de manière abrupte et parfois un petit peu violente. Le monde est largement assez violent, on n'est pas obligé d'en rajouter une petite le rire, couche. Voilà. Et ce que tu dis sur le cinéma italien, c'est génial. Quand on voit des films comme Affreux, Sale et Méchant, des choses comme ça, c'est tellement intelligent, c'est tellement pétillant et ça change pas le fond. La vie est belle ou des choses comme ça. Enfin, bon, c'est hyper puissant en fait. Affreux, Sale et Méchant, il parle quand même des bidonvilles autour de Rome, etc. Il y a des choses dramatiques avec Manfredi et toute la bande, et c'est à hurler de rire, mais c'est très dramatique. Oui, j'aime assez ça. En tout cas, cette famille Modru, ça fait 30 ans qu'elle tourne sur la région. Oui, on continue, oui, bien sûr, merci de le dire, on continue dans toute la région, une queue de tournée, puisqu'on a tourné quand même une saison complète déjà, donc c'est la deuxième saison, mais on va finir fin avril, fin avril. Oui. Ouais. Vous avez compté depuis 30 ans combien de représentations vous avez fait avec cette famille? Bon Dieu.
Ah bah alors là, c'est là vous me piégez là, mais au pif comme ça, très rapidement, il y en a 7 fois-ci qui il doit y avoir pas loin de 500, ben oui, sur la durée. Oui, sur la durée, oui, bien sûr. Au moins 700 représentations, une moyenne de 400 spectateurs, donc voilà. Ouais, 700 fois 400, là, c'est vous qui allez me piéger. 280 000. 280 000. 300, on va arrondir à 300. Ouais. Allez, disons 300, on n'en parle plus. Allez, je vous le fais à 300. Pour la faire simple, 300 000 spectateurs qui sont venus au cours. Alors c'est souvent les mêmes, parce que d'année en année, ils reviennent des fois quand même. Oui, mais on les compte quand même. Mais la série Kaamelott, comme je le dis, a ramené quand même, pour cette saga-là, beaucoup de spectateurs. Oui, c'est vrai que ça vous a ouvert sur un public oui. plus jeune, le fameux paysan de Kaamelott. Bah oui. D'ailleurs, c'est fini Kaamelott ou il y a encore des projets? Non, on tourne le prochain film cet été, là, ça y est, j'ai été contacté, donc je suis dedans. J'ai posé la question de savoir si le roi Arthur, le rôle n'était pas libre, j'aurais bien pris, mais non, en fait, c'est toujours pris par Alexandre Astier. Donc je vais faire Guetnock, le chef des paysans, alors voilà. On va tourner plusieurs films, enfin un pour Guetnock, je voudrais un autre film avec les comédiens de Kaamelott, mais à Lyon, c'est un réalisateur, c'est L'autre paysan, le deuxième, puis 2 autres films, voilà, donc on est dans le cinéma, dans 20-30 ans, je vais remplacer De Niro et Al Pacino. Qui eux pourront plus jouer clairement, je veux dire, peut-être moi non plus d'ailleurs, je sais pas, je suis pas sûr. Je m'entraînais pour physiquement tenir le coup. En tout cas, avant de vous voir au cinéma dans Kaamelott, on a ce rendez-vous, notamment à Grenoble, à la fin du mois de mars, et puis la tournée, vous l'avez dit, se poursuit. On vous reverra sur scène ensuite dans un autre Oui, je prépare un nouveau solo, un costume, je pense que ce sera le même, noir, mais un nouveau solo que je crée en octobre 24, qui va tourner jusqu'en avril 25. On fera le summum, à Grenoble, on viendra à ce moment-là, vous dire une grosse crasse, etc. Et un peu philosophico, je fais mon dernier solo, vrai solo stand-up, j'avais envie d'en faire encore un, qui s'intitule « Les guêpes aiment l'andouillette ». Mais c'est une métaphore. Je ne vous expliquerai pas le titre, vous le saurez si vous venez voir mon spectacle. Je vais la laisser décanter un petit peu. Les guêpes aiment l'andouillette. Puis si vous voulez autre chose qu'un costume noir, Patrick, il a des contacts au lycée Argouges notamment pour vous faire quelque chose un peu plus... Oui, mais j'ai essayé le costume blanc, je laisse tomber. Non. Je vais prendre du noir, oui, ça me va mieux. Bon, merci Serge. Vous qui aimez les choses un peu décalées, je suis sûr que la dernière séquence de l'émission va vous plaire. Je pense, oui. Allez, on est parti dans l'insolite avec Guillaume Delustrac, habitué des records sportifs un peu décalés, pour pas dire très décalés. À votre actif, Guillaume, vous étiez déjà venu nous en parler dans cette émission l'an dernier. Vous avez le record du monde du marathon, mais en marche arrière. Fallait le trouver, celui-là. Ouais, exactement. Donc j'étais venu avec Duncan, d'ailleurs, c'est lui qui m'avait donné l'idée. Donc vous avez coaché. Exactement. Qui lui qui était champion de France de marathon en marche avant. C'est ça. Donc la rencontre était assez improbable. Voilà. Exactement. Maintenant, je pense qu'on est un beau duo du champion de France en avant. Et bon, alors il n'y avait pas de championnat de France derrière, mais probablement en partie, quoi. Voilà, on voit les images du championnat de France, enfin du record du monde à l'époque. C'était sur une course dans la Drôme, 42 km 200. Alors me dites pas à quoi ça sert, Serge, j'en sais rien. Peut-être que Guillaume a la réponse. C'est marrant, quand j'ai vu sur le sujet des agriculteurs, justement, quand j'ai vu les panneaux tourner avec à l'envers, sans dessus-dessous, j'avais pensé, quand j'avais fait ce record, à un peu mettre en avant 2-3 sujets de société, peut-être où on marche un peu sur la tête, où on va un peu à l'envers. Bon, finalement, je m'étais un peu retenu, je m'étais dit, on va garder le sujet léger. Mais voilà, il y avait quand même pas mal de parallèles à faire dans ce sens-là. Ouais. 3h25 pour faire un marathon en marche arrière. Moi, en marche avant, c'est 12 heures. Qui me bat en marche arrière. Il y a beaucoup de coureurs qui, même en s'entraînant un peu plus que vous, ont du mal à faire ce temps en marche avant. Donc, c'était vraiment une performance qui a été homologuée. Vous êtes reconnu sur ce... Alors, je suis en aller-retour avec les envois de vidéos avec le Guinness. Normalement, c'est en bonne voie. Bon. Malheureusement, la discipline du marathon en marche arrière n'est pas olympique. Guillaume, je suis désolé, donc vous n'aurez pas votre place à Paris. C'est peut-être pour ça que vous êtes lancé dans un autre défi qui rend hommage quand même d'une certaine façon aux Jeux Olympiques qui vont se dérouler en France cet été. Ça s'appelle le GPS Rowing, la discipline dans laquelle vous avez réalisé ce record. Alors, peut-être une petite explication de texte. Pour ça, moi, je maîtrise complètement le GPS Rowing, mais... Oui, monsieur, moi, je fais ça. Donc, grâce à une montre programmée, etc., on peut faire un parcours qui correspond à un dessin, c'est ça. Il est fort, Serge Pappagalli. Moi, j'ai appris ça récemment, mais je sais répéter. Pappagalli, ça veut dire perroquet en italien. Ça veut juste répéter les choses.
Voilà, c'est ça, je pense, c'est ça, en gros. Ouais, c'est ça, exactement. C'est en gros, on va tracer, normalement, on trace quand même en amont, parce que sinon, à l'instinct, c'est difficile. Et en fait, une fois qu'on ajoute la sortie sur les différentes applications, Strava pour ne pas la citer, ça fait une forme, en fait, en fonction des routes qu'on a pris. Et donc là... de plus en plus de personnes se mettent à faire du dessin dessus. Et donc, avec ces dessins, il y a des records du monde du plus grand dessin réalisé. Donc, nous, on a fait le plus grand dessin en équipe. Et donc, voilà, on était avec Là, on voit quelques exemples. Donc, ça a été dessiné en courant, simplement avec la trace que l'on fait avec sa montre quand on court, quand on pédale, pour ceux qui font ça sur route. Mais il y a des choses insolites. Alors, ils ont dû mettre beaucoup de temps quand même pour repérer cette girafe, par exemple, ou cet oiseau. Il y a presque de l'artistique qui rentre dans ce type de défi. Ouais, complètement. Et vu que donc là, on a battu le record du monde qui était auparavant détenu par des Français, un père et sa fille, et avant ça encore un groupe de 5 jeunes de Français. Donc je me dis qu'on est un peu les champions du monde du sport artiste, on peut dire. On peut l'appeler comme ça. Il est venu comment cette idée de dessiner les anneaux olympiques avec cette technique? Eh ben, je pense que l'an dernier, on a vu avec Vincent, donc, avec qui j'ai fait le Vincent défi. Brémond, qui était votre acolyte sur ce projet. Ouais. On a vu le record battu, et donc on s'est dit, tiens, lui, il m'a envoyé un petit message, vu que du coup, je savais à peu près comment ça fonctionnait, les histoires de Guinness. Et voilà, on s'y est mis, nous, tous les deux, on s'est rencontrés sur de l'ultracyclisme, donc c'est on va dire du vélo longue distance, entre 500 et 5000 km, des courses. Et donc du coup... Voilà. On s'était rencontrés sur la Race Across France qui fait 2500 km. Et donc, on s'est dit, s'il faut faire 2000 km, ça devrait être jouable. Si en plus, en ultracyclisme, on a tendance à dormir entre 1 heure et 3 heures par tranche de 24 heures. Là, si en plus, on se permet de dormir les nuits, ça devrait aller. Donc, voilà, une dizaine de jours plus tard, 2200 km dans la poche. 2200 km, vous avez fait donc, ces anneaux olympiques. On va les voir sur ce schéma. Ils sont quasiment parfaits. On croirait qu'ils ont presque été dessinés à la main, mais non, vous les avez fait à la force du mollet. Ouais. Alors il y a 2-3 petits moments où on sort un petit peu. À Chablis, par exemple, on n'avait pas d'endroit où dormir, pas d'endroit où manger. Donc... Chablis, c'est pas... Bien sûr. Voilà. J'imagine Chablis. Une bonne auberge. Exactement. Donc on était obligé de faire le détour par Chablis parce que sinon on ne pouvait pas dormir. Et donc c'est pour ça qu'il y a 2-3 petits moments où on sort un petit peu du cercle. On a essayé de faire au mieux possible. Voilà, on était un peu dépendant de ce qu'il y avait sur la route, quoi. De toute façon, faire un cercle parfaitement rond, il fallait passer par les champs. Enfin, oui, exactement. Tout ce qu'on a fait, c'est légal, promis. Le temps de repérage, j'imagine, était plus long que le temps de réalisation des anneaux. Ouais, alors on est un petit peu aidé par les applications qui du coup font un bon boulot pour aider sur ça. Donc on rentre les points, etc. Je pense que là, je crois qu'on a mis 96 heures de vélo effectif. Ouais. À mon avis, on a dû mettre une quarantaine d'heures de repérage, juste de tracé. Ouais. Pour être sûr de bien prendre les bons itinéraires pour que la forme soit la plus juste possible. Vous êtes parti de Paris? On est parti de Paris, on est parti symbolique. Sous la Tour Eiffel, parce qu'en fait, on est parti 6 mois, jour pour jour avant la cérémonie d'ouverture des Jeux. Et donc voilà, on voit cette flamme avec le décompte. Donc c'est de là qu'on est parti, c'est de là qu'on est arrivé. On avait fait des petites annonces sur les réseaux, et donc on était une vingtaine à l'arrivée pour les derniers kilomètres à traverser de Paris, dont Johan Ofredo qui était notre parrain et qui est ancien cycliste professionnel et commentateur du Tour de France sur France 2. Serge, je vous demandais, il n'y a pas eu de tentation de prendre hors-piste pour régulariser encore plus ces anneaux, non? Tous les chemins étaient carrossables? Ouais, alors malheureusement, moi j'ai un vélo de route, donc du coup, je ne pouvais pas passer par les champs. Vincent, lui, avait un gravel, donc du coup, on aurait pu faire ça. Mais voilà, on fait encore nos défis un peu sans partenaire, donc on est un peu limité financièrement par ce qu'on peut. Voilà, il y a 2-3 passages un petit peu techniques, on va dire, mais voilà. Ouais, non. Qui passer par les champs, il vaut mieux avertir les agriculteurs quand même. Parce que les mecs, ils voient un cycliste au milieu de son champ de blé, à mon avis. Si la famille de rue traîne dans le coin, ça peut faire un conflit de voisinage. Et justement, on a eu une des difficultés, c'est qu'on est tombé pile le week-end où tous les agriculteurs et agricultrices montaient sur Paris. Donc heureusement, à chaque fois, on a réussi à passer. C'était vachement sympa. Mais ça a été quand même un peu source d'inquiétude parce qu'on voyait toutes les routes bloquées. On avait un réalisateur qui du coup va sortir un after movie qui retrace ce périple. Lui, pour le coup, il a dû faire des détours à droite à gauche parce qu'il y a eu pas mal de routes bloquées. On était en pleine Beauce. On était au cœur des enjeux. Vous avez fait tout à deux ou chacun s'est réparti le boulot, chacun un anneau
Non, on a fait tout à deux. Et en fait, le premier jour, on se relit les règles comme ça. Pendant qu'on est sur le vélo, on relit les règles gentiment. Et là, on découvre qu'en fait, vu que c'est le record en équipe, on peut se passer le relais. Donc on aurait pu faire un anneau l'un, un anneau l'autre. Alors voilà, vu qu'on aime tous les deux beaucoup le vélo, on s'est dit non, on fait l'entièreté. Qu'est-ce que c'est 2200 km On va pas le séparer en deux. Voilà. Mais il y avait des moments où on se disait tiens, là je serais fatigué, ça changerait rien si jamais je montais dans le train et que je te retrouvais à arriver. Mais non, on aime trop le vélo pour ça. Bon, en tout cas, vous avez le record. Il est en cours d'homologation, je crois, par le Guinness Book. Ouais. Les organisateurs des JO étaient au courant de votre tentative ? On a essayé de les contacter comme on pouvait. Je pense qu'ils doivent être assez occupés en ce moment. Mais non, on n'a pas eu de place offerte. Ils auraient au moins pu vous inviter à l'épreuve de cycliste. Ouais, ou moi j'aurais bien voulu faire le marathon pour tous à l'envers, par exemple. Mais pour l'instant, toujours pas eu de place. Donc je perds pas espoir. Je me dis, si ça se trouve en dernière minute, pourquoi pas. Mais voilà. Bon, s'il nous écoute, n'hésitez pas. Guillaume, il peut faire le voyage d'Isère à Paris avec plaisir. Je crois qu'il y avait une association aussi dans le coup sur ce défi. Oui, exactement. On a fait ça avec le Sport à du cœur, qui du coup aide que ce soit les athlètes professionnels en difficulté financièrement ou alors les personnes en difficulté financière qui cherchent à faire du sport. Donc il y a un peu l'ensemble des personnes pour qui l'aspect financier est un problème pour faire du sport, qui sont aidés par cette association. Donc du coup, on trouvait ça hyper logique par rapport aux Jeux. Nous, on trouve que les Jeux, c'est parfait c'est très bien pour les athlètes professionnels. Ça peut aussi être une occasion, et c'est ce qu'on voulait un peu transmettre, que ce soit l'occasion pour tout le monde de s'approprier les Jeux et de faire soi-même du sport à son échelle, en dessinant un anneau ou 5, que chacun aille faire sa petite balade dans son coin. Bon, bravo pour ce défi. Jamais 203. J'ai envie de vous demander s'il y en a un autre déjà qui est en train de cogiter. Alors, ce ne sera pas un record du monde, mais à partir du 15 avril, je vais me lancer dans l'objectif de relier toutes les stations de ski de France à vélo. Donc, il y en a plus de 300. Ah oui. Je vais essayer de le faire en moins de 100 jours. Ça fait environ 3 stations par jour, 85 km par jour et 2000 mètres de dénivelé. Oui, parce que ça monte à chaque fois, forcément. Ouais. Le dénivelé total, c'est 170 000 mètres de dénivelé, donc c'est assez costaud. 15 avril, vous êtes au courant qu'il n'y a plus de neige là-haut. Exactement. Pour le ski, c'est compliqué. Exactement, et c'est le but de ce projet, en fait, c'est dans les stations, d'aller interviewer en fait, les spécialistes du sujet des stations et des montagnes pour voir quelles pistes est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans ces stations, dans les montagnes à l'avenir, parce que moi j'habite dans le Vercors en ce moment, c'est un petit peu compliqué, on a un petit peu peur pour l'avenir, et donc ce serait pas mal de mettre en place des choses assez rapidement, et donc on va essayer de trouver ce qu'on peut faire. Et voilà, ça donnera peut-être une idée à Emmanuel Macron. En 100 jours, on peut faire beaucoup de choses. Oui, les fameux 100 jours. 300 stations des Alpes en vélo. Mais ce que disait Serge sur les sujets sérieux et l'humour, moi je suis complètement d'accord, et c'est aussi pour ça qu'à travers le sport, j'essaye d'amener ces sujets un peu sérieux, du coup en les désériosifiant. L'avantage du sport, c'est que ça touche un ensemble de personnes assez large, et donc on peut amener certains sujets sociétaux à travers le sport sans forcément se prendre au sérieux, et ça c'est super, donc complètement dans cette ligne-là. C'est bien comme ça qu'on le comprend, et c'est absolument bien. Bon courage Guillaume, bon courage aussi à tous les deux, parce que vous avez du boulot dans les jours qui viennent pour... Oui, mais on aura moins mal aux fesses que lui. Peut-être. Je vous le souhaite. En tout cas, 21 au 23 mars pour les dates un peu symboliques de la famille Modru à Grenoble. Pour fermer la ceinture du pantalon, voilà. Voilà, elle sera bien bouclée comme ça. Et puis Faust, ce sera juste après, du 29 mars au 2 avril, avec donc ce guest, Serge Papageli, dans la narration sur la scène du Summum. Il y a toutes les infos sur le site de la Fabrique Opéra pour ceux qui veulent réserver. Et puis je précise que comme Télé Grenoble est partenaire de cet événement, qui sera retransmis également sur notre antenne un peu plus tard, le samedi 20 avril à 21h. On aura le plaisir de vous avoir indirectement sur notre antenne avec ce très beau spectacle Made in Grenoble. Merci à tous les trois. Merci à vous. On a fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour d'autres aventures et d'autres exploits. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.